Merci d'être avec nous sur BFM Lyon. Vous portez, je le rappelle, avec la députée Ensemble pour la République, Véronique Riotton, une proposition de loi qui vise à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles. La proposition a été examinée la semaine dernière en commission des lois. Elle doit être examinée dans l'hémicycle cette semaine. Vous voulez ajouter la notion de non-consentement. Comment définissez-vous cette notion, Marie-Charlotte Garin? Bonsoir, merci de m'accueillir. Alors, on ne le définit pas n'importe comment. Il ne s'agit pas juste de mettre non consenti dans la définition pénale des agressions sexuelles et du viol. On donne quelques boussoles au juge. Donc, on vient dire effectivement qu'un acte sexuel non consenti constitue une agression sexuelle. On garde la définition actuelle parce que peut-être que nos téléspectateurs l'ignorent, mais la définition actuelle du viol, elle se base sur la violence, la contrainte, la menace et la surprise. Et ça, c'est important de le conserver puisque ça a apporté de la jurisprudence. Donc, on garde cette définition. Et on vient préciser que le consentement, il doit être libre, éclairé, spécifique, préalable et révocable, qui doit être apprécié au regard des circonstances environnantes. Ça veut dire qu'on dézoome de simplement le moment de l'acte, mais on essaye de regarder les circonstances dans lesquelles il s'est passé pour pouvoir apprécier le consentement ou le défaut de consentement. Et ensuite, on précise, et là on vient viser les cas de sidération, que le consentement ne peut être déduit du silence ou de l'absence de réaction de la victime. Ça, c'est très important parce que dans la plupart des cas, les victimes sont sidérées. On a des études qui disent que 70% des personnes qui se font violer sont en état de sidération. Donc c'est comme quand on vous arrache votre sac à main dans la rue, peut-être que pendant un instant, vous allez être en incapacité de réagir. Et donc dans ces cas-là, ça va être très difficile de prouver qu'il y a eu violence, contrainte, menace ou surprise. Et en cela, cette loi est donc plus protectrice pour les victimes. Concrètement, justement, qu'est-ce que ça va changer d'un côté pour les victimes et de l'autre pour la justice? Alors, déjà, pour la justice et pour l'ensemble de la société, ça va venir amener ce qu'on appelle la culture du consentement. Le consentement, aujourd'hui, il irrigue la procédure judiciaire et pourtant, il est absent de la loi. Et ça, c'est un problème en soi. Et pour la société, il ne nous a pas échappé qu'il y a eu beaucoup d'affaires qui ont été très médiatisées. On a beaucoup parlé des violences sexuelles, de la question du consentement. Là, on vient de dire collectivement qu'on passe de la culture du viol à la culture du consentement. Et donc, ça va forcément avoir un impact pour la justice, et notamment pour les juges dans leur pratique, mais aussi pour les enquêteurs, qui vont avoir un outil supplémentaire pour caractériser plus de cas de viol, puisque la loi pénale, elle est stricte. Donc, on ne peut pas faire rentrer ce qu'on veut dans la violence, la contrainte, la menace et la surprise. Et là, en ouvrant avec la notion de non-consentement, on permet aux juges de caractériser plus d'affaires. Et on va aussi demander aux enquêteurs et aux juges de s'interroger un peu plus à la personne mise en cause en lui demandant, mais vous nous dites que madame était consentante, mais quelles mesures raisonnables vous avez mis en place pour vous assurer de son consentement? Et là, ça va beaucoup changer les choses pour les victimes, puisqu'aujourd'hui, les victimes sont principalement les seules à être au cœur des audiences et des procès. Et en cela, c'est important. Ça va aussi leur permettre peut-être de mieux se reconnaître dans la victime du viol, enfin dans la définition du viol, pardon, puisque la violence, la contrainte, la menace et la surprise, comme je le disais tout à l'heure, quand vous êtes en état de sidération, eh bien, il est difficile de se débattre, de résister et d'ensuite d'aller le prouver quand vous passez la porte d'un commissariat. Vos opposants, Marie-Charlotte Garin, dénoncent une contractualisation des relations sexuelles. Comment on arrive à juger le consentement aujourd'hui? Alors, c'est une inquiétude qui est révélatrice, peut-être, du moment dans lequel nous sommes. On voit bien que les choses bougent et que ça peut inquiéter. En réalité, le consentement, c'est simplement une question de respect mutuel et de communication. On le voit, on mobilise au quotidien quand on veut rentrer, dans le bureau de son collègue, on toque à la porte. Quand on veut emprunter un stylo, on pose la question. C'est pas si compliqué au quotidien, finalement, la notion de consentement. Et on a eu la chance, après 14 mois de travaux parlementaires, puisque cette proposition de loi, elle est le fruit d'une mission parlementaire qui a vraiment auditionné énormément de personnes. Elle est aussi le fruit d'un avis du Conseil d'État qui dit que, attention, cette proposition de loi ne vient en aucun cas instaurer une quelconque contractualisation des relations entre les hommes et les femmes et des relations sexuelles de manière générale. Et il faut le rappeler, le viol, ça n'est pas de la sexualité. Le viol, ça relève de la violence, de la domination, et c'est justement le consentement qui est la frontière entre la sexualité et la violence. Et cette loi, elle va le rappeler à tous et toutes, et du coup, elle aura bien évidemment une vertu pédagogique pour l'ensemble de la société.
Il n'y a pas de risque avec cette notion-là, on se concentre plus sur le comportement de la victime que sur celui de l'agresseur? En réalité, on se concentre déjà trop sur le comportement de la victime. Et là, on vient justement en introduisant la notion de non-consentement, comme le juge doit aller s'interroger sur l'intentionnalité de l'auteur, on vient rééquilibrer justement. Et on vient inciter les juges et les enquêteurs à demander à la personne mise en cause, mais qu'est-ce que vous avez fait pour vous assurer qu'elle était consentante? Donc on vient justement rééquilibrer quelque chose qui est assez déséquilibré aujourd'hui. Et là, pour le coup, on a la chance de pouvoir s'appuyer sur les pays autour de nous qui ont changé leur loi pour introduire la notion de non-consentement. Et ce qu'on constate, c'est que tous les pays qui ont changé la loi, que ce soit l'Espagne, la Belgique, la Suède, le Danemark, on n'a pas d'impact négatif de cette sorte sur les victimes, c'est-à-dire qu'on ne voit pas de surconcentration sur les victimes. Au contraire, ce qu'on observe, c'est que depuis que la loi a changé, les victimes sont mieux accueillies et surtout, elles retrouvent un peu plus confiance dans l'appareil judiciaire et donc elles sont plus enclines à aller porter plainte. Vous évoquez la Belgique, l'Espagne, le Danemark, la Suède, ces pays, nos voisins européens, qui ont déjà, eux, changé la loi et intégré le consentement dans le code pénal. Comment vous expliquez que sur un sujet aussi important que celui-là, on est encore en retard une nouvelle fois en France? On a chacun nos traditions, juridiques et puis il faut le temps du débat aussi. Là, on a pris le temps de construire, on va dire une coalition transpartisane pour porter le sujet, puisque moi je suis co-rapporteure avec Véronique Rioton qui est députée, du bloc présidentiel. On montre bien que, quand il s'agit des droits des femmes notamment, on arrive encore à trouver du consensus au-delà des partis politiques et ça je crois que c'est important de le souligner parce que c'est rare aujourd'hui. Oui, nous sommes en retard. La France est condamnée, devant la Cour européenne des droits de l'homme pour ses manquements et pour la manière dont elle traite aussi les victimes, hein, de violences sexistes et sexuelles. Mais ce n'est pas parce nous sommes en retard qu'il est trop tard et je crois que là, demain, les parlementaires ont l'opportunité de se positionner sur un sujet important pour envoyer un signal fort. Nous sommes 10 ans après MeToo. Il est urgent que collectivement, nous puissions mettre une première pierre dans le mur de l'impunité et bien entendu ensuite, la bataille se poursuit. Il faut plus de moyens pour les services de police, plus de moyens pour les services de justice, plus de formation pour les magistrats et les magistrates. Donc finalement, ça n'est que le début d'un long combat que nous menons. Et ça commence donc demain à l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle, avec l'examen de cette proposition de loi. Merci Marie-Charlotte Garin d'avoir été notre invitée ce soir sur BFM Lyon.